Monsieur Rousson, vous êtes recteur à l'UQAT et vous venez nous parler aujourd'hui un peu d'études postsecondaires, principalement des nouvelles qu'on a eues dans les derniers mois par rapport aux études postsecondaires. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des bourses Perspectives Québec qui ont été annoncées il y a quelques mois par le gouvernement? Oui, en fait, c'est une excellente nouvelle pour nos étudiants à l'intérieur des différents domaines de formation de ces bourses-là. En fait, c'était quelque chose qui se travaillait depuis un certain temps avec le gouvernement du Québec. Donc, l'annonce a ravi plusieurs de nos étudiants, je vous dirais. Ce n'est pas tous les étudiants de l'université qui vont pouvoir profiter de ces bourses-là, mais il y a de nombreuses catégories d'étudiants. Là, on pense à ceux en sciences de l'éducation, en santé, services sociaux, en génie. Nos programmes aussi en création de nouveaux médias sont ciblés là, pour recevoir les étudiants sont ciblés pour recevoir ces bourses. Est-ce que vous avez entendu un peu de grogne par rapport au fait que Travail social reçoit les bourses à l'université, mais pas au cégep? Je sais qu'il y a eu différentes étapes qu'il y a eu avec le gouvernement. En fait, je sais que le gouvernement a fait une première série d'annonces et à la suite de ces annonces-là, on était plusieurs, donc les universités comme les cégeps, à réagir en posant quelques questions, à savoir pourquoi certaines catégories, pas d'autres, pourquoi certains à l'université, non pas au cégep et l'inverse, et ainsi de suite. Alors, je sais que le gouvernement a pris en délibéré certaines décisions. Il a ajouté des programmes, notamment chez nous à l'université, qu'il finançait dans d'autres universités, mais pas chez nous. Alors, je sais qu'il y a eu une série de rattrapages du gouvernement et de ce que je comprends, c'est qu'il y a encore à l'étude certains programmes. Alors, je ne connais pas le dossier spécifiquement pour le travail social au cégep, mais je sais que le gouvernement est en analyse de certains autres programmes. Est-ce que vous pensez que ces bourses-là devraient devenir récurrentes ou le fait qu'elles soient un peu plus ponctuelles ne vous inquiète pas vraiment? Voilà une excellente question, je vous dirais. Là, c'est sûr que ça vient de donner un coup de main à la fois pour les étudiants qui sont dans des programmes en pénurie d'emploi actuellement, qui sont très prisés et recherchés, mais ça pose des questions pour le futur. Alors, à quel moment ces bourses-là vont arrêter? Puis je vous donne l'exemple des sciences de l'éducation. En fait, il y a pénurie dans le domaine depuis de nombreuses années déjà. Alors, est-ce que le gouvernement va souhaiter continuer à financer ces bourses-là jusqu'à ce que la pénurie se termine? Certains pronostics nous amènent jusqu'en 2030, 2032, 2033. Donc, ça fait un engagement sur du long terme que le gouvernement n'a pas pris encore. Alors, je sais que nous, on pose beaucoup de questions. On espère que certaines de ces bourses vont rester. On se questionne aussi sur certains autres domaines de formation où il y a pénurie, mais qui n'ont pas été ciblés par le gouvernement, tout comme d'autres domaines de formation aussi, là, où des bourses seraient intéressantes également à développer. Là. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire avec l'appareil gouvernemental, mais je vous dirais, il y a déjà une première pierre qui a été posée. Maintenant, on va tenter de construire sur le reste. Donc, ce que je comprends, c'est que vous trouvez que les bourses sont intéressantes, mais vraiment pour les domaines où il y a pénurie. Oui, en fait, c'était la première cible. C'est une cible actuellement du gouvernement du Québec, mais je sais qu'il y a pénurie dans certains autres domaines, peut-être moins exacerbée que dans certains autres. Là. On pense à ceux en santé et en éducation, mais qu'on a besoin d'attirer des jeunes aussi, là, parce qu'éventuellement, il y aura enjeu où il y aura pénurie. Alors, est-ce que cette stratégie-là sera la même et pourra être appliquée? Malheureusement, on n'a pas les réponses à ce moment-ci. Mais il y a d'autres domaines aussi où il n'y a pas nécessairement de pénurie, mais que les étudiants pourraient bénéficier d'une bourse d'attraction pour les attirer. Il y a tous les enjeux aussi. On a beaucoup dans les universités, notamment chez nous à l'UQAT, des étudiants de première génération. Donc, ils sont les premiers à aller à l'université. Et on sait qu'un coup que ce pas-là est franchi, ça ouvre la voie à d'autres étudiants dans les familles de ces étudiants-là. Alors, est-ce qu'il y aura éventuellement des bourses d'attraction, des bourses persévérance pour ces étudiants-là? Ce n'est pas nécessairement le cas. Alors, ça amène toute une série d'enjeux et de réflexions sur lesquels on est prêt à se pencher et trouver des solutions avec le gouvernement. Ça m'amène à vous parler un peu de la gratuité scolaire. Il y a des étudiants au travers le Québec qui le réclament encore une fois. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être une avenue éventuellement pour les étudiants ou ça causerait plus de problèmes qu'autre chose? En fait, je vous dirais, c'est un débat de société que l'ensemble de la société doit avoir. Il
certaines autres nations à travers le monde qui ont ouvert à la gratuité scolaire, mais ça vient aussi avec une facture pour l'ensemble des citoyens de ces États-là, de ces pays-là. Donc, ça devient vraiment un choix de société. C'est sûr que l'éducation est un des plus beaux moteurs de développement que notre société peut se donner. Donc, si jamais la société québécoise décide d'aller de l'avant, mais on va choisir, c'est renoncer. Donc, on va devoir renoncer à certains autres choix. Il y a une capacité de payer, notamment de l'ensemble des contribuables du gouvernement, de la province de Québec. Mais l'effet de la gratuité scolaire est intéressante. Il y a certains pays qui l'offrent d'emblée, d'autres avec certaines contraintes en disant, bien oui, on va financer un premier programme et ça, si l'étudiant décide de changer, bien là, malheureusement, la gratuité ne suit pas. Donc, il y a toute une série de réflexions et de contextes et de balises aussi à mettre en place. Mais ce débat-là, je ne peux pas dire qu'il a été très poussé au Québec encore. On aurait avantage à creuser l'idée parce que ça revient périodiquement de la part des étudiants. Mais comme société, on a à se questionner aussi sur l'apport et la place de l'éducation dans notre société. Les gouvernements nous disent que c'est toujours une priorité, mais les enveloppes sont toujours très ciblées. Donc, est-ce qu'on est dû pour une sorte de réforme parent numéro 2 puis élargir la réflexion? Bien, ça serait un beau débat à faire. Mais bien entendu, la gratuité vient aussi avec certains inconvénients qui toucheront éventuellement d'autres secteurs de la société qui, malheureusement, n'obtiendront peut-être pas suffisamment de financement parce qu'il y a de l'argent qui va aller en éducation. Donc, il y a des pour, il y a des contre, mais il y a la place à débat, ça c'est certain. Vous dites que l'argent qui est octroyé par le gouvernement est très ciblé. Est-ce que vous pouvez développer votre idée? Bien, oui, en fait, les universités, comme les cégeps, en fait, les établissements postsecondaires reçoivent une enveloppe financière pour couvrir ce qu'on appelle des frais de fonctionnement. Mais depuis plusieurs années, en fait, le gouvernement diminue un peu ces enveloppes de financement régulières-là au profit de certaines enveloppes ciblées. Je vous donne un exemple. Là, pendant la pandémie, le gouvernement a injecté beaucoup d'argent au niveau de la santé mentale des étudiants. Ça, c'est merveilleux. On a mis en place beaucoup de choses. Il y a du personnel qui a été embauché, il y a des services qui ont été adaptés, mais cette enveloppe-là n'est pas sur une base récurrente dans notre financement. Donc, la crainte que nous avons, c'est qu'on a mis en place toute cette belle structure-là, mais si le financement n'est pas attaché à l'enveloppe régulière des frais de fonctionnement et que le gouvernement, en bon français, tire la plug sur ces enveloppes-là, bien là, il y a tout un pan de services qui va peut-être disparaître ou s'amoindrir. Alors, c'est les étudiants qui vont écoper par la bande. Alors, c'est là où on travaille avec le gouvernement pour que ces enveloppes dédiées-là, des montants bien précis ou des enjeux précis, puissent éventuellement transiter vers des enveloppes plus régulières et stables dans nos organisations. Parce que c'est dur de planifier certains services lorsque l'enveloppe est annuelle, mais on ne sait pas si elle sera récurrente d'année en année. Donc, il y a des enjeux de développement sur le long terme quand c'est des enveloppes très, très ciblées. Est-ce que vous avez l'impression que l'éducation est un petit peu trop politisée? Par exemple, justement, le fait que les revenus ne sont pas récurrents, qu'il n'y a pas de promesses sur le long terme, mais plus jusqu'à la prochaine élection ou sur 2 mandats? C'est une excellente question. En fait, pour certains, oui. En fait, on gère peut-être certains domaines comme la santé, l'éducation ou d'autres enjeux en fonction des élections à venir. Donc, notre système électoral est ainsi fait. Il y a certaines personnes qui réclameraient peut-être que la santé et l'éducation deviennent un peu comme une sorte de société d'État, un peu comme Hydro-Québec, là, où c'est un peu à l'extérieur des paramètres politiques et de politiciens. Il y a des avantages et des inconvénients à chacun, là, mais effectivement, il arrive à tout moment donné dans un cycle électoral où il y a des enjeux qui reviennent et qui sont à la fois très politisés selon les différents partis là, qui souhaitent notre vote. Comment on pourrait voir ça en place? Par exemple, on aurait une organisation appelée, disons, Éducation Québec qui gérerait l'éducation ou bien ce seraient les universités, les cégeps eux-mêmes qui géreraient l'éducation postsecondaire? C'est une excellente question, ça aussi. En fait, ces deux modèles-là pourraient exister ou coexister ensemble. Il faut savoir que les établissements postsecondaires, notamment les universités, ont une très grande autonomie, ce qu'on appelle notre autonomie universitaire. Donc, il y a énormément de décisions qui sont prises à travers différentes instances décisionnelles au sein même de l'université. Et nous avons un conseil d'administration qui est autonome, qui est indépendant, qui prend aussi des orientations.
Nous avons, faisant partie du grand réseau de l'Université du Québec, on est différentes universités réunies aussi où on met en commun différents services ensemble là, au bénéfice des étudiants du réseau de l'Université du Québec. Donc, il y a une philosophie similaire à ça au sein du réseau de l'Université du Québec. Il y a différentes instances aussi qui existent pour avaliser certains des programmes de formation, pour faire des suivis. Il y a les ordres professionnels aussi là, qui viennent nous donner conseils là, pour certains de nos programmes. Donc, il existe un écosystème, je dirais, là, qui joue un peu ce rôle-là, mais il y a toute une couche aussi politique. Donc, selon qui est là ou la ministre en place, selon le parti qui est en place, bien, il y a des orientations qui changent d'élection en élection, qui peuvent venir nuire sur une vision stable ou plus long terme sur l'éducation. Parce que souvent, en sciences de l'éducation, c'est des individus, donc c'est sur plusieurs années que les effets peuvent se sentir. Donc, s'il y a des changements à chacune des élections, mais ça vient aussi contrecarrer certains effets longitudinaux sur le développement des enfants, des jeunes ou des moins jeunes, des adultes aussi. Là. On a quand même observé certains projets de loi qui visent à améliorer l'éducation. Par exemple, le projet de loi 14 qui a été adopté pour les stagiaires, améliorer leurs conditions de stage. Est-ce que vous êtes un petit peu au courant de ce projet-là? Oui, un peu. En fait, dans une ancienne vie, avant d'être recteur, j'étais superviseur de stage à l'université, notamment en sciences de l'éducation. Donc, je connais bien le dossier, je connais bien aussi le milieu des stages. En fait, c'est très intéressant, cette loi-là, là, notamment pour nos étudiants, pour leur donner un cadre légal qui va leur permettre de vivre un stage intéressant à la hauteur de leurs attentes, mais aussi à la hauteur du programme de formation dans lequel ils se sont inscrits. Là. Donc, il y a certaines balises, il y a certains stages qui deviennent rémunérés maintenant, dont les sciences de l'éducation, là, qui apportent un élément intéressant là, pour les étudiants qui sont dans le programme, pour le milieu aussi, et pour l'expérience que ça donne. Donc, ça vient effectivement là, soutenir nos projets de développement dans les universités et nos étudiants n'en sont que plus gagnants. Là. Les stagiaires, est-ce que vous pensez que de les rémunérer pour leur stage, ça pourrait encourager certains à aller dans des domaines où il y a des stages? Bien, je vous dirais, c'est peut-être une retombée, mais je vous dirais que ça a un impact au niveau de la persévérance et de la diplomation de ces étudiants-là. Il faut savoir que certains stages se déroulent sur plusieurs mois. Donc, pendant que les gens sont en exercice, en formation, en stage, bien, ils ne sont pas nécessairement en emploi. Donc, il faut savoir que de nombreux étudiants universitaires, des fois, on a la fausse perception que les étudiants sont riches, mais au contraire, de nombreux étudiants peinent à arriver. Les frais sont somme toute élevés, ce qui fait en sorte qu'un étudiant qui est en stage pendant plusieurs mois et qui ne peut travailler ou occuper un emploi pour venir subvenir à ses besoins, bien, ça crée un sérieux trou dans un budget, que ce soit familial ou personnel. Donc, cet apport financier-là pour venir soutenir les étudiants, bien, ça vient alléger un grand fardeau, un stress important. Ça ne fait qu'augmenter le taux de persévérance et de diplomation. Là. Donc, si ça peut encourager des étudiants aussi à venir dans ces professions-là, bien, ça serait juste un plus, un peu comme la cerise sur le sundae. Je vous dirais, d'entrée de jeu, le plus gros impact est lié à la persévérance et à la diplomation de ces étudiants-là. Vous avez parlé que ça peut créer un trou dans le budget là, en attendant que peut-être un jour les stages soient rémunérés. Bien, il y a les prêts et bourses. Par contre, ce n'est pas tout le monde qui y a accès et l'ancienne protectrice du citoyen, Mme Rinfret, a émis des recommandations en soulignant que le processus n'était pas toujours tout à fait transparent. Les étudiants ne savaient pas toujours pourquoi leur dossier avait été refusé et ça pouvait être difficile d'obtenir une réponse. Est-ce que vous avez entendu parler de situations comme ça à l'UQAT? Bien, en fait, à l'UQAT, ben oui et non, en fait, parce que je sais que le régime de prêts et bourses, effectivement, ce n'est pas tout le monde qui a accès aux bourses notamment. Aux prêts, c'est peut-être un peu plus facile pour certains étudiants, mais c'est effectivement un système qui mériterait une plus grande transparence à tout le moins. Il y a peut-être une petite réforme ou une révision des règles. Pour moi, le régime de prêts et bourses est un beau régime en soi. En partant, là, c'est un excellent projet. Parce que pour une société, en fait, je ne le vois pas comme étant une dépense.
pour la société, mais plus un investissement. Donc, on permet à des gens moins fortunés de pouvoir accéder à des études postsecondaires qui, d'un point de vue économique et social, un diplômé postsecondaire aura des revenus plus importants, aura une qualité de vie meilleure aussi qu'une personne qui n'a pas de diplôme. Donc, on a tout avantage comme société à encourager les gens à poursuivre leurs études postsecondaires, leurs études, en fait, pour aller se chercher un diplôme, mais pour ceux et celles qui souhaitent aller plus loin dans les études postsecondaires, bien, ce régime de prêts et bourses-là devient un levier extrêmement important. Donc, pour une société, de prêter de l'argent à un très, très faible taux d'intérêt, il y a un retour sur l'investissement qui est énorme là, en termes d'impôts et de retombées sociales qui ne sont que positives. Donc, si on peut se permettre de venir ajuster ce régime-là, ce programme-là, au bénéfice d'un plus grand nombre d'étudiants, c'est toute la société qui va être gagnante. Bien, sur cette note-là, je vais vous souhaiter une belle journée. Merci d'avoir été là avec nous. Bien, ça me fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée.